Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée de débat. Et le sujet que je voudrais vous présenter concerne le télétravail. Le télétravail qui est un sujet, bien évidemment, qui était déjà d'actualité avant la crise du Covid, mais qui a été nettement accéléré au mois de mars. Et nous le voyons, malheureusement, en raison des chiffres actuels, que c'est un sujet qui sera à nouveau d'actualité très prochainement, notamment la CSSF et le gouvernement encourage très fortement les entreprises locales à avoir recours au télétravail. Mais la question se pose également, quel sera le sort du télétravail après l'ère du Covid? Donc c'est un sujet d'actualité aujourd'hui qui aura très certainement imprégné la culture du travail de demain. Donc la question se pose également, quel sera le sort du télétravail et le régime du télétravail demain après l'ère du Covid-19? Alors, faisons peut-être un bref état des lieux du cadre légal existant, donc le cadre légal tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, il y a lieu de distinguer deux situations. Tout d'abord, il y a la situation où le télétravail est utilisé comme une simple faveur, comme une simple mesure de flexibilisation du temps de travail. Dans ce cas-là, seul le Code du travail s'applique. Cependant, à partir du moment où on a un recours habituel et régulier au télétravail, il y a certes le Code du travail qui s'applique, mais il y a également une convention de 2006 relative au régime du télétravail qui s'applique. Donc cette convention de 2006 est souvent décriée comme étant un dinosaure juridique en quelque sorte, tellement cette convention est dépassée et démodée par rapport au mode de travail actuel que nous connaissons aujourd'hui. Alors, comme nous allons le voir sur le prochain slide, le Covid-19 a très clairement été un élément de disruption et également un élément d'accélération de la question du télétravail. Donc la question se pose comment les entreprises ont mis en place le télétravail en début de pandémie, donc au mois de mars 2020. Eh bien, comme nous l'avons constaté en pratique, le mot d'ordre était better done than perfect. Donc, les entreprises ont agi dans l'urgence et souvent dans la précipitation. Beaucoup d'entreprises n'étaient pas forcément préparées à mettre en place le télétravail à telle échelle et aussi rapidement. Donc la convention applicable n'a pas forcément toujours été respectée et on a essayé de faire dans le pragmatisme. Donc souvent les délégations du personnel n'ont pas été impliquées, il n'y avait pas de cadre légal intra-entreprise pour gérer ce télétravail à grande échelle. Il y avait une pénurie également d'équipements informatiques, dont beaucoup d'entreprises ont dû demander à leurs employés d'utiliser leur propre équipement, ce qui posait également des questions et des problèmes d'un point de vue réglementaire, notamment la CSSF voyait cela d'un œil peut-être un tout petit peu plus critique. Donc la question se pose maintenant, comment gérer les suites juridiques de cette navigation à vue? Je ne peux que recommander les entreprises qui n'ont pas réglementé le télétravail de le faire en adoptant des chartes internes et d'avoir un cadre juridique clair, étant donné qu'il y a un fort risque qu'il puisse y avoir des litiges judiciaires par la suite et à défaut de règles applicables, cela pourra s'avérer être compliqué à gérer pour les entreprises. Alors, les réactions des différents organismes suite à la mise en place massive du télétravail ne s'est pas fait attendre. Donc les organisations professionnelles, les syndicats, les groupements d'employeurs et même les partis politiques ont très clairement pris position et on a vu qu'il y avait une unanimité en vue d'un accroissement de la flexibilisation du télétravail. Donc tout ceci a mené à un avis et à une recommandation du Conseil économique et social du 11 septembre 2020. Et cet avis, cette recommandation contenait également un projet de convention, donc un projet de nouveau cadre juridique pour gérer le télétravail. Donc comme nous allons le voir sur le prochain slide, l'avis du Conseil économique et social est particulièrement important, étant donné que le Conseil économique et social prend en compte tout le cadre, toutes les circonstances du télétravail et également le cadre factuel. Donc les constats que le Conseil économique et social a fait sont tout d'abord le fait que le cadre légal et réglementaire actuel du télétravail n'est plus en adéquation avec l'accélération de la digitalisation. On constate une banalisation de l'utilisation
des technologies de l'information et de la communication. Donc, en d'autres termes, le télétravail devient possible de n'importe quel endroit, non seulement du domicile du salarié, mais peu importe l'endroit où il se trouve. Le gouvernement a lui-même prévu dans son accord de coalition valable de 2018 à 2023 que le télétravail devait être un élément majeur auquel il fallait réfléchir. Et finalement, il y avait cette fameuse étude Rifkin portant sur la troisième révolution industrielle, qui a considéré que notamment au vu de la situation de la circulation compliquée au Luxembourg et le fait que cela représente un frein à la croissance du Luxembourg, qu'il fallait réfléchir à la question du télétravail et le déployer de façon beaucoup plus importante. Alors est arrivé le jour J, le 20 octobre 2020, qui a marqué l'arrêt de mort d'un dinosaure juridique qui était la Convention de 2006. Et donc les partenaires sociaux ont signé une nouvelle convention encadrant le télétravail. C'est une convention très courte qui ne rentre pas trop dans les détails et qui laisse beaucoup de flexibilité tant aux employeurs qu'aux salariés pour réglementer le télétravail. Alors cette convention est basée sur l'avis et la recommandation du Conseil économique et social que j'ai mentionné avant. Et cette convention contient des innovations majeures et qui sont plutôt disruptives par rapport à la convention de 2006. Alors le premier point important est le fait que le télétravail occasionnel est encadré, ce qui n'était pas le cas avant. Donc le télétravail est défini comme le télétravail fait en raison d'un événement imprévu. On peut penser là à une pandémie du style du Covid-19, ou lorsqu'il représente moins de 10% du temps de travail total d'un salarié. Il y a également des changements assez importants dans le cadre de la mise à disposition de l'équipement, donc les obligations de l'employeur en matière de mise à disposition d'équipements technologiques aux salariés changent, dépendant qu'on est dans du télétravail régulier ou plutôt occasionnel. D'un autre côté, il y a une suppression du droit de l'employeur de contrôler le lieu de télétravail du salarié. Sous la Convention de 2006, l'employeur pouvait faire une visite d'inspection au lieu de télétravail du salarié, mais ce n'est plus possible sous cette nouvelle convention. D'un autre côté, on flexibilise le formalisme, on reconnaît que le télétravail peut se faire sans qu'il y ait la nécessité d'avoir un avenant formel au contrat de travail, donc notamment lorsque le télétravail est occasionnel, un simple écrit qui ne modifie pas forcément le contrat de travail, donc qui n'est pas forcément un avenant au contrat de travail, peut être une base suffisante pour avoir recours au télétravail. Un autre élément important est que le télétravail n'est ni un droit ni une obligation. Donc, contrairement à une pétition qui avait été lancée il y a quelques semaines, le télétravail reste sujet à un accord entre l'employeur et le salarié. Donc, cette nouvelle convention entrera en vigueur lorsqu'elle sera déclarée d'obligation générale, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est toujours la convention de 2006 qui représente le cadre juridique applicable pour le télétravail. Alors malheureusement, nous n'avons pas le temps de passer en revue toutes les modifications de cette convention de 2020 par rapport au cadre juridique précédent, mais néanmoins, à titre de conclusion, on peut dire qu'il y a clairement une volonté de moderniser le cadre juridique, donc de flexibiliser les choses, d'avoir un peu moins de contraintes, et on ne pourra que s'en féliciter de toute façon. Cependant, on remarque que certes, il y a d'un côté un peu moins de formalisme et un peu plus de flexibilité d'autre part, mais il y a certaines situations qui étaient peut-être plus flexibles avant, qui deviennent un peu plus contraignantes. On pense notamment au télétravail occasionnel qui n'était pas réglementé avant et qui devient beaucoup plus réglementé au jour d'aujourd'hui. Un autre point qui soulève des questions est la question de savoir comment peut-on savoir par avance si on se trouve dans un scénario de télétravail occasionnel ou un scénario de télétravail régulier. Donc c'est difficile de prévoir par avance est-ce que le salarié fera plus ou moins de 10% de son temps de travail en télétravail. Et donc comme les obligations juridiques de l'employeur diffèrent entre ces deux régimes de télétravail, c'est une question qui sera difficile à trancher avant la mise en place concrète du télétravail. Donc quelles sont les perspectives d'avenir ? Alors, nous ne sommes malheureusement pas encore au bout de nos peines. Comme vous le savez, les accords fiscaux bilatéraux entre Luxembourg et les pays voisins
font que le télétravail reste quand même encore limité. Il y a des seuils de tolérance qui, au jour d'aujourd'hui, sont encore assez bas, qui certes sont neutralisés en raison de la crise actuelle, mais qui reprendront leur cours après la crise. Donc, il y a très certainement un besoin de revoir ces accords bilatéraux et de prévoir des seuils de tolérance plus élevés. Il y a également des spéculations et une attente par rapport à la position des régulateurs face au télétravail. Est-ce que les régulateurs vont flexibiliser leur position et autoriser plus de télétravail dans des circonstances un peu plus flexibles? Cela reste à voir. En tout cas, nous attendons une circulaire de la CSSF, par exemple, à ce sujet-là. Finalement, le ministre du Travail, M. Dan Karch, a également annoncé qu'il y aurait des discussions autour d'un potentiel droit à la déconnexion. Donc, il faudra également voir comment on peut agencer ce droit à la déconnexion qui interviendra très probablement avec le télétravail qui exige bien évidemment une disponibilité du salarié peut-être accrue par rapport à un poste de travail classique. Voilà, j'ai atteint mon temps de parole de 10 minutes. Je vous remercie pour votre attention et je suis bien évidemment ouvert aux questions que vous pourriez avoir. Si vous avez des questions, envoyez-nous via le chat. Comme ça, on peut les poser aux panélistes qui sont ici ou qui sont déjà partis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci à l'APCAL de nous offrir l'opportunité de participer à cette soirée du courtage et de faire cette présentation sur les nouveaux modèles de distribution observés et attendus. Comme j'ai la chance d'introduire cette section et que mon collègue David la conclura, j'aimerais faire ma propre conclusion déjà, et parce que je ne souhaite pas l'oublier, je voudrais déjà féliciter Marco Caldana pour son mandat de 2 ans qui s'achève. Je pense que Marco a continué à faire de l'APCAL un acteur très important de la place, incontournable du monde de l'assurance. Voilà, donc j'arrête Marco, mais en tout cas, bravo Marco. Je vais être honnête avec vous, donc mes deux suggestions envisagées d'introduction ont déjà été utilisées par mes prédécesseurs à cette table. Donc je vais utiliser mon plan C et je vais commencer par une statistique, ce qui va très bien avec mon background d'auditeur. À fin 2019, 80% des 18-34 ans en France avaient déjà ou étaient prêts à acheter de l'assurance hors des sentiers battus, hors des réseaux traditionnels, que ce soit avec des acteurs nouveaux, des nouveaux entrants, ou via des nouveaux canaux. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour les assureurs, pour les courtiers ici. C'est quelque chose que vous connaissez. C'était à fin 2019, donc j'imagine que la situation, elle est peut-être meilleure ou pire. Ça dépend de quel côté de la barrière on se place. Mais en tout cas, la situation est ce qu'elle est. Et je vais laisser mon collègue David, parce que je pense que cette statistique nous permet effectivement de rayonner dans les prochaines minutes sur ce sujet des modèles de distribution. Merci Anthony pour donner l'opportunité d'en parler justement, mais comme il a été déjà dit, le monde de la distribution est entraîné dans une course à la digitalisation, ce qui en soi représente aussi un dilemme, puisque ça donne pour les assureurs un accès plus direct au niveau des assurés, mais en même temps ça facilite aussi les échanges entre l'assureur et le réseau de distribution et donc le réseau d'intermédiaires. En parallèle, ce qu'on constate aussi, c'est une évolution des comportements des consommateurs, notamment sur une population qui devient, il a été déjà plusieurs fois dit, plus digitale, plus mobile, mais aussi plus volatile, et aussi de plus en plus orientée vers le self-service. Donc ces évolutions du consommateur suivent aussi des évolutions réglementaires, notamment au niveau du réseau de distribution de l'IDD.
Les enjeux du distributeur et des réseaux de distribution visent surtout aussi à capter ces nouvelles populations, de capter ces nouveaux changements comportementaux par aussi une utilisation peut-être plus avancée des outils qui leur sont mis à disposition par cette émergence des outils digitaux, une exploitation peut-être des données plus forte, plus avancée, qui aujourd'hui, si on le regarde sous l'angle technologique, des nouveaux composants comme l'intelligence artificielle permettent aussi peut-être d'avoir une meilleure connaissance des comportements des clients. De l'autre côté, il y a également la possibilité pour le réseau de distribution de pouvoir aussi améliorer la qualité de service ou par une meilleure compréhension justement que lui apportent ces outils technologiques, de travailler sur la qualité de service et de aussi s'orienter de plus en plus vers le conseil vis-à-vis des clients. Un mot important, réglementation, excusez-moi. Bon, c'est pas pour faire le rabat-joie, mais je pense que c'est important de dire voilà, on est dans un monde qui change très vite. Forcément, le régulateur également doit s'adapter à ces changements. Faut pas oublier que l'IDD, même si elle n'a pas été créée pour réglementer un monde peut-être totalement digital de distribution de l'assurance, elle réglemente quand même la distribution traditionnelle et digitale. Donc toutes ces notions aujourd'hui de conseil, d'adéquation, de caractère approprié, il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire qu'il faut, il faut changer, mais dans ce carcan qui lui-même évolue, ce n'est pas chose facile, hein, ça nécessite forcément du coup de repenser aussi ces process pour repenser cette séquence, qu'elle soit en conformité, et surtout qu'elle n'oublie pas malgré tout l'intérêt qui est recherché par la réglementation, c'est-à-dire la protection du client. Voilà. Désolé pour ce côté un peu négatif, mais je pense que tu vas nous remettre sur le chemin du positivisme maintenant. Oui, dès le slide suivant. La digitalisation en fait, a permis de faire bouger les lignes, de faire tomber certaines frontières, de faire tomber certains dogmes, notamment entre industries. Et notamment, on a pu le constater au travers de l'émergence de nouvelles plateformes digitales qui sont venues ici élargir le champ des possibilités, qui sont venues élargir l'écosystème de l'assureur et de son réseau de distribution. Notamment, on l'a vu dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'automobile, mais aussi dans le domaine de la santé. Ces nouvelles opportunités sont autant de nouvelles opportunités de croissance à la fois pour l'assureur et à la fois pour le réseau d'intermédiaires, en développant notamment de nouveaux partenariats qui aujourd'hui étaient pas forcément directement accessibles. Et ça permet à la fois donc, pour l'assureur d'avoir de nouvelles opportunités de croissance, pour le réseau de distribution d'avoir aussi un nouvel accès à des consommateurs qui n'étaient pas forcément au départ dans son champ du possible. Sur le prochain slide, en fait, donc ici on arrive en particulier, donc en conclusion, en fait, assureurs et distributeurs sont aujourd'hui en marche vers une nouvelle réalité, vers la nouvelle réalité, mais ce qui leur impose aussi d'être relativement vigilants par rapport aux nouveaux développements sociétaux, nouveaux développements réglementaires et nouveaux développements technologiques. À la fois pour l'assureur, afin de pouvoir multiplier judicieusement tous ces canaux d'accès aux clients, mais en équilibrant à la fois ses ambitions par rapport à ses capacités, par rapport aux capacités dont il dispose, et le cas échéant, de pouvoir rester à l'écoute de tout l'écosystème des fintechs qui peuvent venir le compléter le cas échéant. Pour les distributeurs, c'est l'opportunité de pouvoir capitaliser sur des outils digitaux pour à la fois augmenter leur potentiel d'assuré, en allant au-delà des frontières qui aujourd'hui leur étaient conférées, mais aussi de pouvoir, et ce sera la conclusion, de pouvoir aussi travailler sur la valeur de service qui leur sont conférées. Je vais malgré tout en fait mettre une petite conclusion et en fait c'est pour réagir réagir, c'est aussi j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Nicolas pendant le panel sur aussi la place de l'humain. On vient de parler de beaucoup de digital, on parle quasiment que de ça aujourd'hui.
parce que c'est la réponse pour continuer à faire des affaires, entre guillemets, hein, pour vendre les produits d'assurance dont les clients ont besoin. Je pense que Nicolas a très raison, et pas uniquement dans l'assurance vie, cross-border, high-end, mais je pense également vrai en retail, et on l'a vu avec tout ce qui est business interruption et les problématiques qu'il y a eu. Il y a besoin de l'humain à un moment. Je pense qu'il faut trouver la place du digital au bon moment. Ça peut être accélérer une phase de transmission d'informations pour que ce soit moins pénible côté client, signer moins de documents ou une fois. C'est pour peut-être la phase après la phase de conseil qui, elle, je pense, celle où on a besoin d'humain. Nicolas le disait, il y a certaines affaires qui ne se sont pas faites. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la possibilité à ce moment-là de se rencontrer. Et voilà, et j'ai envie de dire, comme on dit en français, de toper. Aujourd'hui, on peut toper avec le coude, on ne peut pas toper avec la main, mais je pense qu'il y a toujours ce besoin aujourd'hui, et quel qu'il soit, qu'on soit sur du retail, du corporate, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc voilà, je pense qu'il faut, comme on dit en anglais, embrace the change. Mais enfin voilà, il faut rester, je pense que ça doit être aussi dans une démarche raisonnée. Et comme disait M. Virion, pour que tout aussi, qui va prendre le profit de tout ça, je pense que ça doit être partagé. Ça ne doit pas être juste l'assureur, ça ne doit pas être juste le client, même si on doit faciliter son expérience, mais ça doit être quelque chose de partagé. Voilà. Merci David. Merci Anthony. Merci à tous. Merci à tous. Anthony, je permets de poser une question. Bien sûr. Aussi à... Alors, on a posé une question avant sur le secret professionnel. Si encore aujourd'hui, on a tout important pour Luxembourg, quel est votre avis en tant que consultant, le nouveau modèle de distribution, le modèle digital? Est-ce qu'il y a un avantage encore aujourd'hui ou on freine à la distribution, à l'activité de courtage et à l'activité d'assurance? Je pense que les deux doivent coexister à aujourd'hui. Comme on dit, ça doit être un accélérateur, ça doit être un facilitateur à un moment dans cette relation. L'intérêt du client, hein, quand on est courtier, c'est l'intérêt du client d'abord. Et je ne dis pas que l'agent n'a pas l'intérêt du client et qu'il y a forcément un antagonisme entre celui de l'assureur et celui du courtier. Au contraire, je pense qu'il y a une convergence. Et aujourd'hui, si on peut prendre le meilleur des deux mondes, c'est ce qui va permettre à cet écosystème aussi luxembourgeois de perdurer, surtout par rapport à ses spécificités. Hein. On est, comme je disais, sur un type d'assurance, en tout cas avant l'arrivée des Brexiteurs qui ont rééquilibré le marché, où je pense que la confiance est importante, les montants en jeu sont importants. Je pense qu'à aujourd'hui, et c'est ce qu'on disait à Marco juste avant le début de la conférence, oui, on a ce besoin de savoir à qui on parle. Parler à un robot aujourd'hui, même si les robots, je pense, sont capables de tenir des discussions fort sophistiquées avec des humains, ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais c'est pas non plus une raison pour ne pas changer, pour ne pas se poser cette question et dire qu'est-ce qu'on veut devenir et qu'est-ce qu'on veut être dans ce monde de demain. Si David veut ajouter quelque chose. Non, je pense que Anthony, tu as parfaitement résumé notre position. Je pense qu'au-delà il y a la confiance, mais il y a aussi la transparence par rapport à ce que les outils digitaux peuvent amener. Justement, ça permet d'avoir aussi une meilleure visibilité sur où se situe le développement de notre police, où se situe le développement du processus. Voilà, je pense qu'ici, à la fois confiance et transparence, c'est le maître monde par rapport à ce qu'on vient de dire. Merci. Alors, on a une vraie conférence parce qu'on est en retard. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on n'est pas enregistré. On passe maintenant au prochain panel. C'est le dernier, avant les conclusions.